Bonjour Claire, comment ça va? Bonjour Annabelle, ça va super bien. Déjà, je vais commencer par te remercier pour cette belle invitation et je vais en profiter pour te dire que c'est particulièrement drôle que ce soit aujourd'hui qu'on enregistre parce que le 11 août, c'est dans le calendrier grégorien la Sainte Claire. C'était la disciple de Saint François d'Assise. Puis Saint François d'Assise, c'est le saint patron de l'écologie. Wow. Et est-ce que tu peux te présenter? Je pense que je suis plus prof que traductrice, parce que j'adore ça enseigner. Là, j'enseigne depuis les dinosaures, là, parce que ça fait longtemps que je suis sur Terre. J'enseigne plus le français et tout ça, mais je viens de faire une thèse de doctorat en sciences humaines appliquées, au carrefour de l'urbanité, le marketing, les questions de langue, etc. Là, donc voilà, j'aime faire de la recherche, j'aime faire de la traduction. J'ai beaucoup de mandats de traduction, beaucoup de mandats de révision. J'ai fait mes premières traductions de l'espagnol au français en 1999. Donc ouais, j'aime beaucoup ça. Puis j'ai décidé de me former en traduction à l'UDM vraiment sur le tard. Donc voilà, puis c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est enseigner. Puis enseigner la traduction, c'est fantastique. Et tu enseignes quel cours, justement? J'enseigne traduction en environnement, le TRA 3355. C'est quoi la traduction environnementale? La traduction environnementale, déjà, c'est pas juste de la technique. En fait, c'est vraiment beaucoup plus qu'une simple collection de termes savants sur les arbres, les océans, l'énergie renouvelable. En fait, c'est une zone de traduction où la langue va à la rencontre de la science, mais aussi à la rencontre de l'engagement, de l'incertitude scientifique, et puis aussi, et surtout, à la rencontre de la controverse. En fait, quand on traduit dans ce domaine, on se retrouve pas mal à l'intersection de plusieurs voix, des voix de scientifiques, des militants, des journalistes, des décideurs politiques, mais aussi et beaucoup là, des enfants et aussi des communautés autochtones. Et puis en fait, là-dedans, tu as chacun qui va parler de l'environnement avec ses propres mots, avec ses références, avec ses peurs, avec ses espoirs. Puis quand tu fais de la traduction environnementale, il faut que tu sois capable d'entrer dans cette diversité sans la lisser, sans effacer toutes les aspérités qui vont la rendre complexe. Puis, je me souviens d'un document de vulgarisation que j'avais eu à traduire il y a une dizaine d'années, un texte sur la pollution plastique des océans. Puis c'était plein de métaphores, de chiffres, d'exclamations. Puis en face, la version française, elle devait rester dynamique, mais crédible. C'était vraiment pas facile. J'ai passé des heures à chercher, tu sais, comment traduire sans tomber dans le ridicule, dans l'emphase, du type tu sais, plastic is choking the sea. OK, mais comment est-ce que je vais traduire ça pour rester dans quelque chose de cohérent? Puis donc, c'est là que tu vois que la traduction environnementale, c'est aussi un travail de médiation. Donc, il faut être clair sur le message, mais surtout, puis c'est vraiment ce que je travaille avec les étudiants, sur le public cible. Est-ce qu'on parle à des enfants? Est-ce qu'on parle à des chercheurs? Est-ce qu'on parle à des politiques? Est-ce qu'on parle à des touristes? Donc, le même mot, finalement, comme sustainable ou responsible, mais ça ne veut pas dire la même chose selon à qui on va s'adresser. Puis, selon ce qu'on dit aussi, c'est complètement différent. Donc, parfois, je vais devoir même traduire du silence, ce qu'un rapport dit pas, ce qu'un texte évite de nommer, puis ça devient vraiment compliqué. Voilà, en gros, c'est ça la traduction environnementale. Est-ce que tu dois te spécialiser dans la faune et la flore, connaître tous les noms latins, par exemple? Je dirais, ça dépend du type de texte, mais surtout donc de la posture de traducteur ou de traductrice là. Est-ce qu'il faut connaître les noms latins? Oui, si tu veux traduire un guide scientifique sur les écosystèmes forestiers ou un rapport de terrain sur la biodiversité. Donc dans ces cas-là, ta rigueur terminologique, ouais, elle est fondamentale. Mais on a des outils pour ça, c'est des bases de données, des corpus multilingues, des glossaires spécialisés. Mais en fait, dans 90% des cas, je dirais, le plus important, c'est vraiment pas ta connaissance encyclopédique, c'est ta capacité à chercher efficacement. Puis c'est ce que j'essaye d'enseigner aux étudiantes et étudiantes, là. C'est vraiment être à l'aise avec l'incertitude, ne pas paniquer, tu sais, devant un mot inconnu, savoir où le chercher, comment le vérifier, comment recouper les sources, etc. Mais en fait, il y a aussi le piège inverse où tu te dis, j'ai besoin de rien, donc c'est bon, je vais chercher comme ça, là, directement.
Je me rappelle d'une étudiante qui avait passé des heures à trouver le nom scientifique exact d'un oiseau pour finalement se rendre compte, au bout de sa traduction, bah, que le texte était destiné au grand public et que finalement, la précision, elle allait alourdir la phrase inutilement. Donc, en fait, le plus important, c'est toujours de comprendre bah, c'est quoi le message, puis à qui on s'adresse et pourquoi on le fait. Donc, bah, quand tu parles de faune, de flore, bah, c'est des morceaux de l'environnement, oui. Mais c'est pas seulement ça. Là, c'est un peu un défi. Là, tu sais, quand on prend le cours traduction en environnement, j'ai des étudiantes et des étudiants qui arrivent qui veulent parler du réchauffement climatique, de ce qui compte vraiment. Puis en fait, ben, l'environnement, c'est vachement plus large que ça. Puis c'est pas toujours le fun non plus. On traduit aussi des lois, des manuels, des infographies, des lettres ouvertes. Puis la vraie difficulté, je dirais, ben, c'est pas de tout connaître. C'est de comprendre la logique du texte, de s'y adapter. Mais en fait, comme dans toute traduction, hein, spécialisée ou pas. Donc, c'est la compétence principale, en gros, là, c'est pas de connaître les noms latins, c'est vraiment d'être agile, d'être capable de passer d'un registre à l'autre, d'un texte à l'autre, euh, puis surtout de garder une posture critique, parce que finalement, ben, dans ce domaine-là, particulièrement, les mots sont ben, jamais neutres. Qu'est-ce qui t'a incité à te diriger dans le domaine? Ben, je suis pas du tout entrée dans la traduction environnementale par la porte de la spécialisation. Donc oui, par l'apport de l'engagement, par l'apport de la curiosité. En fait, au départ, je viens des sciences humaines appliquées, j'ai fait un doctorat en sciences humaines appliquées. Mon sujet, c'était sur les rapports entre langage, pouvoir, territoire, donc pas lié à l'écologie. Mais finalement, je me suis rendu compte en creusant là, que ces questions, elles se posent aussi quand on parle d'environnement. Qui a le droit de nommer les choses? À qui appartiennent les mots? Euh, Quel discours passe certaines réalités sous silence? Euh, donc, donc ouais, ça m'a mené à ce genre, à m'intéresser à l'environnement. Puis surtout dans ma vie personnelle, en fait, j'ai toujours baigné dans un environnement où ben, ces préoccupations étaient présentes. Puis j'ai grandi vraiment proche de la nature, dans une conscientisation accrue de la fragilité, de l'équilibre humain-environnement. Et puis, ouais, j'ai eu vraiment cet environnement-là qui m'a éduquée à ça. Puis aujourd'hui, je suis toujours dans un environnement très éveillé à ça. J'ai plusieurs amis qui travaillent dans des ONG, des amis qui luttent pour les droits de femmes, pour l'éco-responsabilité, qui font de l'intervention humanitaire dans des contextes vraiment complexes. Donc, ben, ça force l'admiration, mais en même temps, ça pousse à réfléchir. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire avec mes outils à moi? Puis j'ai mon conjoint qui a longtemps milité contre les pesticides, au point même de faire changer des positions politiques ici au Canada. Donc tout ça, ça fait partie de mon paysage quotidien. Donc c'est venu de là, de cette espèce de conviction que même à travers un métier comme la traduction, ben, on peut avoir un rôle à jouer. Alors, c'est pas spectaculaire, mais finalement, ben, c'est fondamental quand ils pensent là de rendre accessibles ces informations, de transmettre une sensibilité, d'éviter des contresens qui vraiment peuvent être lourds de conséquences. Ben, ça compte. Puis je crois que c'est ça, c'est cette conviction-là que j'essaye de mettre dans mes traductions et puis de transmettre à mes étudiantes et étudiants. Le cours se donne à l'Université de Montréal, mais en quoi il se distingue des autres cours de traduction spécialisée? Dans la diversité des genres de textes. Entre ben, les chartes, les lois, les campagnes de sensibilisation, même des étiquettes de produits, des appels à l'action, des manifestes, des rapports d'experts. Il y a quoi? Il y a des textes militants, enfin, il y a plein de choses. Et en fait, c'est cette, cette variété qui fait qu'on est toujours en train d'ajuster la voie, de trouver le bon équilibre entre ben, précision, accessibilité, crédibilité. Dans ce cours-là, il y a une réflexion politique et éthique sous-jacente. Ben, parce que soyons honnêtes, l'environnement, c'est pas juste un champ lexical, c'est un enjeu de société. Donc, on peut pas traduire l'environnement comme on traduirait un mode d'emploi. C'est dommage, ce serait pratique, mais on peut pas avoir cette rigueur puis cet automatisme-là. Donc, il va falloir être attentif au discours, au silence, au biais. Et je pense que ça donne au cours vraiment une dimension très singulière. Donc, c'est en ça que ça se distingue. Tu viens de parler des étiquettes et ça m'a tout de suite fait penser au greenwashing. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de traduire
un produit et tu t'es rendu compte que c'était ça? Oui, ça m'est déjà arrivé. Je suis tombée, tu sais, sur des phrases du type notre entreprise est profondément engagée dans la protection de l'environnement. Puis en y regardant un peu de plus près, là, en traduisant, finalement, tu te rends compte que l'action concrète de l'entreprise, là, c'est d'avoir réduit la taille des agrafes dans les bureaux ou d'avoir planté 3 arbres après avoir déboisé tout un terrain. Ouais, c'est mieux que rien, tu me diras, mais bon. Donc là, tu as un dilemme parce que comme traductrice, ben, tu dois respecter le texte, mais en même temps, ben, tu vois bien que c'est enjolivé, c'est opacifié, il y a toute une manipulation derrière tout ça. Donc, comment tu fais? Ben, dans certains mandats, tu peux te dire, ah, ben, je vais pouvoir adopter une posture transparente, puis ça, c'est pratique. Donc, tu signales au client que tu as certains passages qui peuvent prêter à confusion, surtout dans la langue cible, que le vocabulaire choisi ben, peut sembler exagéré ou pas crédible du tout pour un public francophone en tout cas. Alors, tu essayes de poser des questions. Est-ce qu'on veut garder ce ton? Est-ce qu'on souhaite le nuancer? Parce que mon rôle, finalement, là, quand je fais ce genre de choses, ben, c'est pas de censurer, mais c'est quand même un peu mon rôle d'alerter, là, de dire, il y a quelque chose qui cloche. J'avais un client qui m'avait envoyé un texte qui vantait la neutralité carbone d'une chaîne de production. Et en traduisant, je tombe sur nous avons éliminé toute émission de CO2 liée à notre activité. Ok, je me dis, soit c'est fantastique, puis il a trouvé quelque chose, va falloir qu'il écrive un article scientifique, c'est merveilleux, ou il y a un problème. Donc, ça m'a arrêté, puis j'ai cherché. Tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est rarement vrai. Donc, en creusant, j'ai découvert qu'il s'était limité en fait à acheter des crédits carbone pour compenser une partie des émissions, mais sans réduire la production elle-même. Donc, j'ai appelé le client, j'ai pu le faire, et je lui dis, ben, si on traduit ça tel quel, on va tomber dans la fausse déclaration. Puis lui, il me répond, ah mais oui, mais c'est plus vendeur comme ça. Puis moi, je lui dis, oui, mais c'est trompeur, là, ça vous expose aussi à des critiques publiques. Bon, finalement, de discussion en discussion, on a reformulé et on a dit quelque chose comme nous compensons nos émissions grâce à. Puis là, j'avais mis des détails concrets. Puis une autre fois, là, dans une brochure touristique, il était question d'écotourisme euh, avec des tours en hélicoptère au programme. On a fini par reformuler pour que ça passe, que ce ne soit pas euh, ben, quelque chose de mensonger. Donc en fait, là-dedans, quand il y a du greenwashing, ma méthode, c'est ben, de repérer est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche, de vérifier les faits, de proposer une formulation honnête, et puis surtout d'expliquer aux clients en fait que c'est une question de protection juridique et puis de réputation. On parle, on parle d'éco-blanchiment, de vocabulaire flou, de stratégie de contournement, mais en fait, il suffit pas de dire greenwashing égale éco-blanchiment. Ça dépend du contexte, encore une fois. Il faut savoir détecter quand ça se produit, comment ça se produit, quels effets. Et donc, on va pouvoir changer le sens du mot, changer la traduction de mots, trouver quelque chose de plus pertinent. C'est genre, euh, t'as verdissage, qui est très québécois, plus imagé. T'as aussi fausse écologie, fausse promesse verte, très engagée, vulgarisée et plus accessible. On peut aussi passer, ça j'aime beaucoup cette tournure-là, peinture verte sur pratique grise. Ça dépend, tu sais, t'as plein de prospectus engagés qui veulent dire, hey, on fait du greenwashing, ok, on fait de la peinture verte sur pratique grise, puis je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Donc ça dépend du message, ça dépend du public, ça dépend du ton. Puis souvent les étudiants sont étonnés de voir à quel point certains textes dits verts, avec plein de guillemets, sont en réalité ben, plein de contradictions. Donc, ouais, cette histoire de greenwashing, ça ouvre les yeux, ça renforce l'idée que la traduction, ben, c'est jamais neutre. Est-ce que tu as d'autres anecdotes de textes particuliers qui ont été des apprentissages pour toi? En 2019, un texte qui était destiné à des investisseurs, une brochure guillemets verte, d'une entreprise minière qui se disait engagée dans la biodiversité, qui se présentait plutôt bien, il était fluide, le lexique semblait maîtrisé, cohérent, les tournures séduisantes, donc il était bien construit. Et puis, plus je traduisais, puis plus j'avais l'impression qu'il y avait, tu sais, une sorte de vernis, là, quelque chose, c'était trop, ouais, ça sonnait creux.
Donc, tu avais les indicateurs de performance environnementale qui étaient jamais chiffrés. On parlait d'actions concrètes, mais en fait, on disait jamais quelles actions concrètes étaient posées. Puis surtout, tu avais certains termes clés comme compensation écologique, zone tampon, développement durable, qui étaient utilisés, mais sans aucune complexité. C'était juste balancé comme ça parce que hey, ça fait joli, c'est important, c'est intéressant, on est une compagnie minière, il faut qu'on en parle. Puis en fait, ce texte-là, en particulier, pour moi, ça a été un tournant où j'ai compris que le traducteur, ben, comme je le disais avant, là, peut se faire complice, malgré lui ou malgré elle, ben, peut se faire complice d'un discours vide. Et donc, ouais, c'est ça. Je suis toujours en train, dans mes cours, là, de parler de la meilleure équivalence, mais plutôt de la meilleure équivalence dans le discours. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est évité? Qu'est-ce qui est performatif? Puis, ouais, c'est ça. Cette anecdote, elle a vraiment, cet épisode a changé beaucoup de choses dans ma traduction, puis ma façon de réfléchir à l'environnement. Et comment le fait de travailler dans ce domaine influence ton opinion sur l'écologie, les changements climatiques et le développement durable? Ce qui est frappant, c'est que plus je travaille dans ce domaine-là, plus je mesure la complexité des enjeux. En fait, on a toujours tendance à vouloir des réponses simples. Consommer mieux, recycler, planter des arbres. Ok, je fais ma part, tout est parfait. Mais en réalité, chaque choix va être imbriqué dans un système économique, politique, culturel. Et c'est là que ça devient vraiment compliqué. Donc, mais traduire des textes environnementaux, ça m'oblige à lire entre les lignes, à me demander qui parle, au nom de qui, avec quel pouvoir. Tu sais, par exemple, dans certains rapports, on va parler de solutions basées sur la nature, de croissance verte, de neutralité carbone, mais finalement, derrière ces formules, des formules tu sais, consensuelles, là, on est tous d'accord que c'est bien, ben, il y a vraiment des débats énormes, des controverses scientifiques, des conflits d'intérêts, des visions du monde opposées. Donc, ouais, travailler dans ce domaine-là, ça fait que mon opinion est devenue plus fine, plus vigilante, peut-être un peu moins idéaliste, pas moins engagée, c'est certain, là. Puis, ouais, je dirais que ça m'a réconciliée avec une certaine humilité. Alors, je suis hyper exigeante avec moi-même, mais en fait, on peut pas tout comprendre, on peut pas tout maîtriser, on peut pas tout corriger. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est rendre des discours plus lisibles, mieux informés, mieux transmettre. Puis, ouais, ça m'a donné beaucoup d'humilité et je me dis que ben, ce que je fais, c'est déjà pas mal. Voilà. Est-ce que tu as le droit de refuser un mandat si c'est contre tes valeurs? Bien sûr, ben, maintenant, je peux refuser un contrat. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu que je mange, que je paye mon loyer, etc. Donc, oui, ça m'est arrivé de prendre des contrats avec des pincettes, mais jamais de traduire des trucs qui étaient complètement contre mes valeurs. Puis, comme je disais, là, quand il y a des choses qui me chicotent, ben, je vais prendre le téléphone ou je vais écrire un courriel, puis je vais dire, ben ouais, mais là, ça, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Euh, mais maintenant, oui, ça, c'est certain. Là, si je reçois un contrat où je vois que ce qui est proposé, c'est faire l'apologie de l'économique au détriment de tout ce qui est environnement, je vais le refuser. Qu'est-ce qui rend la traduction environnementale particulièrement exigeante sur le plan cognitif et linguistique? Ben, je dirais en fait que c'est le niveau d'abstraction variable. Parce que tu as un texte qui peut commencer par décrire une situation très locale, un marais, une espèce menacée, puis en deux phrases basculer dans une projection mondiale à l'horizon 2100 avec des données climatiques modélisées. Et puis, moi, en tant que traductrice, il faut que je suive tout en restant très clair là, sur ce que je vais donner comme produit fini. Puis il y a cette tension constante entre exactitude et vulgarisation. Il faut être très exact et il faut être capable de vulgariser. Il faut dire juste sans perdre le lecteur. Puis donc l'enjeu, c'est pas juste de traduire des mots, mais comprendre qu'est-ce qui est en jeu dans le fonctionnement du monde vivant. Ça complexifie vraiment la tâche. Parce que tu as l'environnement, c'est ultra vaste, hein, ça ne se limite pas simplement aux plantes et aux animaux. Mais en plus, si tu ajoutes la théorie, tu peux rapidement te sentir submergé. C'est quoi les ressources spécialisées sur le sujet
Il n'existe pas encore, à ma connaissance, une méga base centralisée pour la traduction en environnement. Mais en fait, on peut s'appuyer sur plusieurs types de ressources. Tu as des bases terminologiques comme IATE, Grand Dictionnaire Terminologique, FAO Term, qui est le portail de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Des textes multilingues qui sont publiés par des organismes internationaux comme PNUE, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'UNESCO, la Banque mondiale, l'Union européenne. Enfin, il y a plein de textes multilingues comme ça. Tu as des rapports, des infographies qui sont produits par des ONG engagées qui vont souvent offrir de bonnes traductions. Donc, tu peux faire des bitextes et puis créer des bases terminologiques à partir de là. Bien qu'il faille quand même lire avec du recul, parce que parfois il y a des petites erreurs qui se sont glissées, donc il faut toujours regarder ça avec un œil critique. Tu as des glossaires internes aux industries, hein, des glossaires sur l'énergie, l'agriculture, la foresterie, l'urbanisme, etc. Mais en fait, ouais, moi, ce en quoi je crois le plus fort, c'est dans les corpus. Donc, je conseille toujours de se constituer sa propre base de données, sa propre banque de textes parallèles en anglais, en français ou dans d'autres langues, là, selon ce sur quoi on travaille, pour voir comment tel ou tel terme va évoluer selon les contextes. Parce qu'on ne va pas traduire de la même manière en 1970 et en 2010 et en 2025. Donc, il faut toujours être à la veille de l'évolution des traductions. C'est par exemple, sustainable, ça a commencé par être traduit par soutenable. Puis maintenant, on dit que c'est durable. Mais finalement, soutenable, c'est quand même correct. Mais c'est soutenable, c'est plus un anglicisme à partir du moment où on considère que, ah ben oui, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas soutenir dans la durée. Alors c'est durable, mais soutenable. Donc il y a plein de réflexions qui sont à mener comme ça en parallèle. Donc à aller chercher à droite et à gauche pour vérifier où est-ce qu'on en est maintenant. Mais tu sais, même environnement, en vrai, c'est un anglicisme, à part sur environment, parce que l'environnement, c'est ce qui est autour, mais c'est pas plus que ça. C'est pas l'extérieur, les paysages, etc. Donc, c'est un anglicisme puisque c'est réapparu, j'ai réapparu dans le français vers la fin du 19e siècle, au contact de l'anglais. Mais c'était dans le latin, on avait quelque chose qui disait qu'environnement, c'était ce qui était autour, mais qui était aussi les animaux, les plantes, etc. Ça a été supprimé, c'est revenu avec l'anglais, puis ça a été attesté dans les années 50 par Monsieur Robert. Donc c'est français, mais ben, tu vois, il y a toute une évolution comme ça sur plein de termes. Et oui, en environnement, il y a énormément de choses qui changent. Il suffit de regarder les ministères de l'environnement au Québec comment est-ce que, puis au Canada même, mais dans le terme français, comment ça a évolué? Tu sais, il y en avait comme 12 ou 15 avec des noms complètement différents. Un coup, c'est le ministère de l'écologie, un coup, c'est le ministère de l'environnement, un coup, c'est le ministère de la faune et de la flore. Il y a plein de choses qui changent. Il faut rester à l'écoute. Et quel conseil donnerais-tu à une personne qui aimerait se lancer dans le domaine? Ben, je lui dirais, commence par t'intéresser au débat. Lis des journaux comme Reporter, The Guardian dans la section climat, écoute des balados, forme ton oreille, lis à voix haute et ensuite traduis. Pas forcément pour l'école, pas forcément pour des clients, juste traduis pour toi. Prends un article, une infolettre, un rapport et essaye de le reformuler d'abord sans le traduire directement. Juste en te demandant, hey, de quoi il s'agit exactement? Qu'est-ce que je sais sur le sujet? Puis en fait, on en revient à la sémantique des cadres de Marie-Claude Lhomme. T'as dû étudier ça dans ton parcours à l'UDL, donc si tu comprends pas les cadres dans lesquels ton texte va s'inscrire, ben, tu vas tomber dans le faux sens, voire pire, dans le contresens. Donc, regarde un peu tout ce qui est en jeu dans ton texte, puis une fois que tu as vraiment bien compris ce qui se passe, regarde qui parle, à qui et surtout pourquoi. Bon, ça, tout traducteur ou traductrice a l'habitude ou devrait avoir l'habitude de le faire de manière systématique. Puis donc, c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir commencer à traduire. Puis dans ton processus d'exercice, note ce qui coince, note ce qui te fait hésiter, note ce que tu cherches. Et puis, ce qui est intéressant dans la version exercice, c'est compare avec des versions officielles. Puis pose-toi toujours cette question, est-ce que j'ai compris ce que je traduis?
parce que finalement, traduire, ben, c'est pas faire de la cosmétique linguistique, là, c'est vraiment penser dans l'autre langue, puis comprendre ce qui est en jeu, et être capable finalement de réécrire le texte sans le texte source. Là, tu peux commencer vraiment à traduire. Je trouve que c'est pas assez reconnu. Je sais pas si tu as la même perception. Mais oui, mais c'est reconnu, mais c'est tellement, on a tellement l'impression que c'est niché, alors qu'en fait pas du tout, que on se dit ah bon non, mais ça on n'en a pas besoin, ça c'est bon, on a compris, là faut recycler. Ouais, c'est plus que ça, ouais, c'est la difficulté. Ben, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Mais vraiment merci Annabelle, c'était un très bon moment, très pertinent, très détendu, et merci pour ton énergie. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? On me suit pas sur les réseaux. À part LinkedIn, je suis pas vraiment sur les réseaux parce que les réseaux, ça pollue. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que j'ai pas le temps en fait. On peut lire ma thèse sur Papyrus, mes articles un petit peu partout, si on fait sur Google Scholar. Mes romans aussi, parce que j'ai publié 3 romans. Donc si on tape mon nom, on tombe sur mes romans. Donc voilà. Pas me suivre particulièrement, on peut m'écrire à l'université ou même à HEC, ça fonctionne aussi, on peut me retrouver.